Allons-nous un jour tout payer par carte ou par téléphone? Les retraits et les paiements en argent liquide sont en baisse constante ces dernières années. Alors à quoi servent encore les bons vieux billets et les pièces de monnaie? Ne risque-t-on pas de les perdre, voire de les falsifier? La fin du cash, c'est pour demain. Point d'interrogation. On en débat. Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec, comme chaque semaine, 4 invités. Ludivine de Magnanville, bonjour. Vous êtes restauratrice et vous présidez la fédération bruxelloise de l'Horeca. Emmanuel Legras, bonjour. Vous êtes le directeur général de Nickel Belgique. C'est une filiale de la banque Fortis. Vous êtes un banquier et on verra avec vous ce que vous pensez de l'argent liquide. Jean-Philippe Ducard, bonjour à vous aussi. Bonjour. Porte-parole de Test Achat. A-t-on le droit de payer en liquide tout le temps, partout? C'est une des questions qu'on vous posera. Et puis beaucoup de questions aussi pour Tristan Dissot. Bonjour, vous êtes socio-économiste à la Solvay Business School de l'ULB. Vous êtes avec nous à distance depuis Paris. On a beaucoup de questions pour vous. Pour poser le débat, madame, messieurs, quelques chiffres, je vous propose de les regarder. En 2022, selon la Fédération Febelfin, eh bien, 45% des transactions ont été réalisées en argent liquide contre 48% par carte et un peu moins de 5% par téléphone. 84% des Belges préfèrent les paiements numériques, donc par carte ou par mobile. Et puis le montant moyen contenu dans nos portefeuilles, à votre avis, 61 € avant la crise Covid, 55 € aujourd'hui. Mais attention, 40% des Belges reconnaissent n'avoir que 20 € maximum dans leur poche et 6% n'ont rien du tout dans le portefeuille. Voilà les chiffres les plus récents qui m'ont été proposés par la Fédération Febelfin. Je me tourne vers vous, Ludivine Magnanville. Moi, je fais partie des 6% et pourtant je viens de l'Horeca. Vous venez de l'Horeca. Oui. Quel est le profil de ces clients, de ces gens qui payent en liquide finalement? Et puis après, on verra si c'est le même ressenti chez d'autres, mais de votre expérience. Mais déjà, je trouve que depuis le Covid, ça a fort changé parce que il y avait une espèce de recommandation sanitaire qui était de le paiement par carte et plus safe, si je puis dire. J'en sais trop rien par rapport à ça, j'ai pas de notion, mais je peux vous dire qu'effectivement, les gens payent de moins en moins en espèces. Après, j'entends de plus en plus d'établissements qui sont carrément cashless. Moi, je suis passée en cashless aussi pour faire le test parce que c'est intéressant pour moi de voir comment ça se passe début de l'année. Et en fait, je n'avais que 6%. En regardant, je n'avais que 6% de mes clients qui payaient en cash. Mais j'ai un restaurant. Donc après, je pense que il y a des choses maintenant qui sont plus ou moins entendues dans les fast casual, dans tous les cafés de jour. En général, on ne paye pas en espèces ou les paiements en espèces ne sont plus acceptés. Les bars, pour le coup, c'est totalement entendu. Qui sont les gens, ces 6% qui vous payaient en liquide? C'était qui? Il y a vraiment de tout. Il y a le petit pensionné qui a retiré son cash au début de la semaine et qui a cette manière de consommer un peu au jour le jour. Il y a encore aujourd'hui des gens qui sont rémunérés une partie en cash et donc ils font un débours caisse ou autre. Donc honnêtement, c'était assez anecdotique chez nous. Jean-Philippe Ducard, alors là on a le cas de l'Horeca, il y a d'autres secteurs aussi où on paye et où on est habitué à recevoir de l'argent liquide. C'est qui les clients qui payent en liquide? Alors j'ai envie juste de rebondir sur les statistiques de Febelfin. Oui. Donc il y a quand même 45% des paiements qui ont encore été faits. C'est assez équilibré finalement. En espèces, c'est équilibré. Donc moi je me fie pas toujours aux statistiques de Febelfin, mais sur ce coup-là, je trouve que c'est important. Il faut savoir qu'il y a eu cette obligation de... Oui, parce qu'on a dû le demander. C'était aussi. les chiffres de 2022. Voilà, c'est les chiffres de 2022, mais effectivement, ça n'a pas révolutionné. Donc la mesure que Madame commente, c'est un paiement possible en électronique dans tous les commerces depuis le 1er juillet 2022. C'est vrai que ça... Mais il faut rappeler aussi que les billets et les pièces ont encore cours légal. Donc quand j'entends qu'il y a des commerces cashless, des organisations cashless et ainsi de suite... les parcs-mètres. Oui, des parcs-mètres aussi. On a le droit d'exiger. Voilà, il peut y avoir quelques exceptions. De jeu, mais Jean-Philippe Ducard, j'ai le droit de dire je veux payer cash dans un restaurant, par exemple? Vous avez le droit, oui. Oui, vous avez le droit. Oui. Oui, et on a l'obligation d'accepter. Donc c'est encore le moyen de paiement légal
tel que c'est prévu dans la loi, dans les statuts de la BNB et ainsi de suite, ce sont les billets et les pièces. Donc voilà, nous on avait fait une enquête où 40% de la population voulait pouvoir continuer à payer en cash. Donc voilà, il faut aussi écouter. Et qui sont-ils ? Il faut aller voir vers les personnes les plus âgées notamment, les personnes qui ont l'habitude d'avoir eu du cash, qui vont effectivement retirer régulièrement du cash pour faire toute une série d'opérations, de petites opérations. Ce qui a changé au moment du Covid, c'est pas nécessairement qu'il y a eu plus de paiements électroniques, c'est le contactless. C'est le fait qu'on peut payer plus facilement avec sa carte, et donc on a généralisé les terminaux avec contactless. Ça a suscité un intérêt pratique, évidemment. Mais malheureusement, pour certains commerçants, le cash doit rester avec sa valeur légale. Il y a eu à un moment donné aussi un projet de loi qui était censé rappeler que le cash avait bien valeur légale. C'est quand même assez absurde, puisque de toute façon, le cash a force légale. Donc voilà. Emmanuel Legras, les chiffres que j'ai donnés de la Fédération des finances, de Belfin, du secteur financier, vous les repérez, vous, dans vos clients et dans le secteur bancaire en général? Vous suivez, j'imagine, aussi un peu l'activité des concurrents? Oui, tout à fait. Alors, pour parler tout d'abord du modèle de Nickel, il répond vraiment à ce besoin-là. C'est-à-dire que Nickel a pour ambition de permettre à tout le monde de pouvoir ouvrir un compte courant en 5 minutes dans un magasin du coin, chez un libraire presse, etc. et de réaliser ces opérations du quotidien. Et donc nous, on part du principe. C'est le but de toutes les banques, soit dit en passant. Mais donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Toute banque doit permettre de payer. Donc, est-ce que mais vous sauf qu'aujourd'hui, la tendance va vers la de digitalisation des paiements. Par contre, aujourd'hui, des personnes continuent à être exclues du fait de cette digitalisation. Monsieur parlait des personnes âgées, on peut parler aussi des personnes qui vivent par exemple en zone blanche, comme on dit, avec une connexion Internet ou 4G sur le mobile qui est compliquée. Ces personnes-là, on a une nécessité de pouvoir leur permettre d'accéder à un compte et d'accéder au cash et de pouvoir retirer du cash. Et ce que permet aujourd'hui Nickel, c'est qu'en complément des ATM, il y a un grand débat aujourd'hui bien entendu sur le réseau des ATM, on va y venir, Nickel permet aujourd'hui à ses clients de pouvoir retirer ou déposer du cash aussi en magasin. Donc il y a d'autres modèles alternatifs qui existent et qui peuvent être développés. Alors je me tourne vers Tristan Dissot, bonjour. Il y a une vocation, on va dire, à ce que l'argent liquide reste tout le temps, ou bien on pourrait envisager un jour un monde sans argent liquide parce que ce serait plus pratique, plus sûr ou autre? Il y a effectivement souvent un narratif selon lequel les moyens de paiement numériques sont plus pratiques, moins coûteux, et donc naturellement l'évolution ferait qu'on se détournerait des espèces et qu'on irait vers les moyens de paiement électroniques. Mais là, ce serait avoir un raisonnement peut-être un peu réducteur, dans la mesure où la monnaie, c'est pas juste quelque chose qui est relatif à des considérations des coûts ou de praticité, mais il y a beaucoup d'autres dimensions qui sont attachés à la monnaie, y compris des dimensions symboliques, émotionnelles, affectives. Et donc, il faut vraiment regarder les choses de manière très large pour comprendre les comportements des individus et ne pas réduire les choix à simplement des considérations de praticité ou de coût. Vous me disiez, quand on préparait l'émission, qu'on voit en temps de crise une augmentation des retraits cash. Vous l'avez remarqué quand la dernière fois, vous qui observez ça de près dans le cadre de votre recherche? Oui, déjà de manière générale, on voit que le volume de pièces et de billets en euros en circulation ne fait qu'augmenter de manière tendancielle, et ce, de manière plus rapide que la croissance économique ou que la croissance démographique. Donc la demande pour le cash ne se dément pas. Et en effet, à chaque épisode d'incertitude ou de crise économique, on l'a vu récemment avec le Covid, il y a une demande supplémentaire pour le cash, qui est une source pour les consommateurs de plus de sécurité, un moyen de se rassurer dans un contexte qui est plus incertain. Mais est-ce que c'est rationnel? Et puis je vais poser la même question aux banquiers, mais est-ce que c'est rationnel? Est-ce que les gens ont besoin d'avoir de l'argent chez eux pour se dire, en cas d'invasion, j'ai des billets de banque et je vais pouvoir me sauver avec ça? Emmanuel Legras, le système bancaire garantit quand même que notre argent ne disparaît pas. Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, l'argent est placé, mis en sécurité et garanti en plus en cas de perte ou de faillite. Donc, ce qu'on a vu aussi pendant le Covid, alors j'ai pas forcément les chiffres en termes de retrait de cash comme en parle monsieur, mais par contre, ce qu'on a vu, c'est une pratique d'épargne qui s'est fortement développée et pas forcément en thésaurisation, c'est-à-dire qu'en cash qu'on garde à la maison. C'est aussi une pratique d'épargne qui a été faite directement auprès de la banque en ouvrant des nouveaux comptes épargne, etc., pour mettre de l'argent de côté. Donc,
Donc le retrait de cash, nous en tout cas, on n'a pas noté, on a noté qu'il se maintenait dans notre activité nickel. On n'a pas noté qu'il y avait une augmentation significative du fait de la crise. Jean-Philippe Ducard, on est mieux protégé contre la fraude avec un compte en banque ou avec de l'argent liquide? Les billets, on peut les perdre, on peut tomber sur quelqu'un qui les dissimule, on peut les falsifier. Un compte en banque, c'est quand même, ça demande d'autres compétences. Alors, la fraude avec les cartes électroniques augmente d'année en année. Donc voilà, avec parfois de gros montants en jeu. Donc on peut parler éventuellement du phénomène de phishing et autres. Bien évidemment. Donc on a accéléré le risque avec la digitalisation, ça c'est évident. Quand vous perdez un billet de 50, vous perdez un billet de 50. Quand vous perdez votre carte, vous pouvez perdre beaucoup plus. Alors il y a des règles, évidemment, on doit signaler la perte, il y a un partage de responsabilité, bien évidemment, mais la fraude, elle est beaucoup plus importante en électronique qu'en paiement cash, bien évidemment. Sur de la fraude subie. Par contre, après, le cash permet aussi de commettre de la fraude, donc c'est différent. Madame de Magnanville, pour les commerçants, ce qui revient souvent, c'est que le paiement par carte leur coûte de l'argent. Évidemment. Oui. C'est combien pour un restaurant comme le vôtre et que doit faire le commerçant? Est-ce qu'il peut négocier ça avec sa banque? Est-ce que ça vaut la peine? Alors, c'est pas négocier avec sa banque. En général, c'est négocier avec son terminal de paiement. Il y a tout un tas d'opérateurs aujourd'hui, je trouve, sur le marché qui permettent de négocier ça. Après, la banque, aujourd'hui, donne accès aussi à des applications qui rentrent directement. Donc, moi, je n'ai jamais été contre la mesure de Van Petegem de l'année dernière, qui était l'obligation de rajouter un paiement électronique dans tous les commerces. Je trouve que ça permet finalement d'équilibrer un certain nombre de choses. Après, si à un moment on arrive dans une espèce de concurrence organisée, non organisée au niveau justement de tous les opérateurs, là, on serait un peu les dindons de la farce. Ça vous coûte combien à vous, les paiements? Vous avez une idée? C'est quelques centimes, c'est beaucoup? Oui, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est en banque contact, parce que maintenant aussi, il y a d'autres gens qui n'acceptent que les banques contact, pas les Mastercard, les Visa et American Express. Ça vous coûte vraiment de l'argent? Je crois qu'on est sur un pourcentage de transactions en Visa et en Mastercard. Et j'ai peur de dire une bêtise, donc je ne vais pas dire le montant. Et je sais que Banque Contact... C'est 100 €, c'est 1 000 € sur l'année? Ah non. Je crois qu'on est à... Moi, je vais parler par coût de transaction. Je crois que nous sommes à 10 centimes sur Banque Contact. Et je crois qu'après, il y a plusieurs taux, si c'est Visa ou Mastercard, mais ça peut-être que vous savez, mais si c'est Visa ou Mastercard, il y a un premier prix plancher, si je puis dire. En tout cas, ça vous coûte de l'argent quand les gens payent. Évidemment, bien sûr, mais ça coûte aussi... Oui, et après, il y a la location, mais le cash coûte aussi de l'argent. La gestion du carte n'est vraiment pas gratuite en temps, en gestion, si on en a énormément, c'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on le compte, parce que le cash ne veut pas dire black. Donc il y a aussi une différence à faire, et la gestion du cash est très 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 compliquée. On va revenir au côté pas forcément visible et calculable, mais je me tourne vers le professeur Dissot. Est-ce qu'on a objectivé finalement un jour le coût-rendement pour l'État de l'argent liquide versus, si je puis dire, de l'argent électronique? Parce qu'à un moment donné, sur l'argent électronique, on peut percevoir plus facilement des taxes parce que tout est chiffré, tout est visible. Il y a moins en sous-marin, on va dire. Mais voilà, il faut aussi des serveurs. Les billets, les pièces, il faut les imprimer. Est-ce qu'on a un jour objectivé ça quelque part, le coût de l'argent? Alors oui, il y a des évaluations qui essaient de comparer les coûts des différents moyens de paiement. De manière générale, quand on compare les transactions aux coûts qui leur sont associés, on voit que le cash est globalement le moyen de paiement le moins cher, à égalité avec les cartes de débit. Et la différence se joue avec les cartes de crédit qui sont nettement plus élevées en termes de coûts pour les commerçants notamment. Vous posiez la question des coûts pour l'État. Il faut bien voir que même si quand on parle de monnaie, on pense naturellement à quelque chose de relativement public et donc qui implique l'État. Aujourd'hui, que ce soit la gestion des distributeurs de billets ou de nos systèmes de paiement électronique, ce sont majoritairement des intermédiaires privés qui en ont la charge. On a cité Banque Contact, on peut citer Visa, Mastercard, etc. Donc c'est surtout eux que ces coûts concernent.
Il faut raisonner en fait en termes de répartition des bénéfices qui sont générés par ces paiements. Et un sujet, par exemple, d'actualité, comme a été dit, c'est celui des distributeurs de billets, avec la question de qui doit assumer le coût des distributeurs de billets, puisque finalement, pour les banques, elles y voient principalement une source de coût qu'elles vont chercher à réduire. On peut voir le cash aussi comme quelque chose qui se rapproche d'un service public et du coup qui devrait être plus largement en charge par l'État. Je pense que c'est un petit peu les termes du débat aujourd'hui. Je me tourne vers Emmanuel Legras. Je vous ai vu un peu pas tout à fait d'accord quand on évoquait quoi les coûts. Ça coûte cher aux banques aussi. Tous ces trafics financiers. Un distributeur de billets coûte très cher, en effet, en investissement initial, en maintenance, en prestataire de services, puisque du coup, ce ne sont pas les banques elles-mêmes qui vont récupérer ou déposer les billets, etc. Donc ça a un vrai coût, du coup, un distributeur. Et en plus de ça, il est taxé, parce qu'on parlait... Non, j'ai réagi, en fait, au moment de la répartition, du partage de la valeur que peut générer. Aujourd'hui, ces distributeurs, pour la plupart, sont taxés en plus par les communes, etc. Donc c'est un coût pour la banque. Mais par contre, les banques, aujourd'hui, elles sont dans une logique aussi de rationalisation de leur réseau de distribution. Vous l'avez vu, 45% de paiement encore en espèces, le reste en paiement digital ou carte. Il s'agit aussi d'équilibrer l'accès aux espèces pour du coup rationaliser tout ça. Et justement être dans une logique de maîtrise des coûts et d'accessibilité au plus proche des gens. Jean-Philippe Ducart, FSHA est sorti sur le manque et même l'accord pour, disait-on, rajouter des distributeurs. Vous n'étiez pas du tout d'accord. Il y a une idée derrière quand même de qui, de quoi, de nous priver de distributeurs ? C'est dans la déclaration gouvernementale. Nous devons diminuer drastiquement le recours au cash. C'est dans le texte en français, dans l'accord gouvernemental. Les banques, évidemment, se sont engouffrées. Et donc, elles ont eu un accord, mais l'accord, il diminue le nombre de distributeurs. Donc, j'ai toujours pas compris comment le gouvernement avait réussi à calculer qu'il y aurait 270 ATM supplémentaires. Il y en aura 1400 en moins à terme en 2025. Donc l'accord, c'est zéro. Je voulais dire, ce qui est important pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que quelque part, il y a le coût, ok, mais il y a un déplacement de ce coût. Donc on le répercute simplement sur le consommateur. Donc c'est plus le contribuable, mais c'est le consommateur qui va payer. Ou l'entreprise, bien évidemment. Donc voilà, et un déplacement de responsabilité aussi, puisque je l'ai dit tout à l'heure, la carte, vous en êtes responsable. Si on fraude, vous serez à un moment donné responsable de la carte. Donc il y a un déplacement comme ça des coûts. Et je le répète, l'argent, la mise à disposition de l'argent, ça reste un service public. C'est à un moment donné, il y a une décision démocratique qui est de dire, soit on arrête le cash, soit on continue. Mais on continue dans quelles conditions ? Et malheureusement, je pense que l'accord, et pour revenir à votre question, le distributeur de billets, l'accord n'est pas suffisamment démocratique d'une certaine manière. Il n'a pas été discuté au Parlement. Il devrait être discuté au Parlement. On devrait dire, voilà, la transition digitale, c'est 30% de distributeurs en moins en 2025 et 30% en 2028. Mais alors, il faut qu'on ait accès à des outils numériques qui soient fiables, peu coûteux, et ainsi de suite. Donc, on doit pouvoir en discuter. Et c'est pas un accord coin de table, avec un accord coin de table entre les banques et le gouvernement qu'on va résoudre ça. Je voudrais venir à une question quand même importante qui revient souvent quand on parle de l'argent cash, c'est les paiements au noir, que ce soit des entreprises qui rémunèrent leur personnel de manière non déclarée ou en partie non déclarée. On peut se douter qu'un trafiquant d'objets volés ou de produits illicites, il préférera du liquide que du cash. La prostitution. La prostitution qui est autorisée par ailleurs. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, limiter au maximum le cash, c'est pas aussi assurer des recettes pour l'État et veiller à une moralisation des dépenses? Oui, non, qui pense ça? Emmanuel Legras, Jean-Philippe Ducart, peut-être Tristan Dissot? Oui, je veux bien réagir. Il y a en effet une justification gouvernementale à travers le monde qui est souvent brandie pour limiter le cash, pour limiter les activités criminelles ou au noir. Ce qu'on voit, c'est que quand de telles mesures sont prises, elles impactent très fortement les petits acteurs économiques qui dépendaient du cash pour des activités de subsistance et de survie, qui sont très fortement affectés par ces restrictions. Tandis que ceux qui étaient les cibles de ces restrictions, ceux qui sont vraiment dans des activités criminelles organisées et à des échelles significatives, trouveront toujours d'autres moyens de conduire ces activités. Et donc les mesures qui ciblent le cash, en général, ratent leur cible.
et on voit qu'elles n'ont pas d'effet significatif en termes de limitation des activités répréhensibles, disons. Ludivine de Magnanville, ça corrobore un peu votre sentiment, cette idée que finalement c'est tout dit les petits conspotch, comme on dirait en Wallonie, c'est ça? Pardon pour l'accent. Oui, non, moi j'ai un peu de mal avec cette espèce de dualité finalement, on veut plus du tout de cash, mais à ce moment-là, effectivement, on rajoute des ATM. Je trouve qu'il faut être honnête dans sa démarche et dire, ben voilà, on n'en veut plus du tout. Et on met finalement d'autres moyens plus sûrs et plus équitables pour tout le monde, parce que pour les entreprises aussi. Enfin, j'ai un peu de mal avec ça parce que je trouve qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, la gestion du cash pour moi et des paiements en cash étaient compliqués dans mon quotidien. Je me suis faite cambrioler, j'ai eu tout un tas de... Donc vraiment compliqué. Mais à côté de ça, ce que je suis en train de faire n'est pas 100% légal. Mais par contre, les parcs-mètres dans ma commune sont cashless. Donc, il y a vraiment cette espèce de... Deux poids, deux mesures. Ouais. Je vous sucre parce qu'il y a deux demandes de réaction, Emmanuel Legras puis Jean-Philippe Ducart, et puis on passera à l'argument recevable. C'est juste pour rebondir et aller dans le sens de ce que vous dites. Je pense que... En effet, il faut qu'il y ait une logique un petit peu dans l'accès au cash. Et aujourd'hui, il y a aussi, alors je vais prêcher un peu pour la paroisse bien sûr de Nickel, mais il y a aussi des solutions alternatives qui sont dans des partenariats win-win. Donc ça, c'est important. Nous, aujourd'hui, on permet l'accès au cash dans des commerces de proximité. Et ces mêmes commerces de proximité sont rémunérés pour permettre ce service-là, alors qu'ils le rendent déjà. Jean-Philippe Ducart, il manque une vision globale de la gestion du cash aujourd'hui. En fait, il y a un manque de maturité, je trouve, notamment en Belgique. Je vais prendre l'exemple des Suédois. J'y ai été en plus il y a quelques jours. Ils ont à un moment donné dit on va passer à une société totalement cashless. Il y a 7-8 ans, ils ont fait marche arrière. Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas pris les bonnes dispositions. Ils ont tout arrêté. Ils ont dit on va revenir, pas en arrière, je n'ai pas dit ça, mais on va refaire notre plan. Et donc, il faut un plan, tout simplement. Et un plan qui soit démocratiquement, où on associe les commerçants, les banques, la société civile, qu'on soit un peu mature et qu'on fasse pas ça en stummelink au coin d'une table. Vous allez tous avoir encore une fois la parole, ce sera pour l'argument recevable. Tristan Dissot, est-ce que vous avez entendu un argument recevable? Il y en a sans doute eu plusieurs autour de la table aujourd'hui depuis Paris où vous avez participé avec nous au débat. Mais je crois qu'il a été fait mention de la difficulté aussi d'accéder au cash aujourd'hui. Et donc je rajouterai juste un chiffre qui est qu'aujourd'hui 30% de la population belge perçoit l'accès au cash comme difficile ou très difficile. Et donc il faut aussi remettre les évolutions dans ce contexte-là où le cash est de moins en moins accessible et utilisable dans nos économies. Et donc si on veut qu'il subsiste, il faut en effet garantir cet accès et cette utilisabilité. Emmanuel Legras, vous avez entendu un argument recevable dans ceux qui veulent garder du cash, vous qui êtes un peu le geek autour de la table, hein, ça vous arrange quand même comme banquier numérique? Non, parce que nous on permet justement l'accès au cash. Donc non, un argument recevable, c'est Madame donc, qui précisait qu'elle a transformé en effet son commerce cashless et tout en allant regarder dans le détail sa clientèle, et en fait au final 6% n'utilisaient pas de cash, et pourtant je pense qu'aujourd'hui le commerce se porte aussi bien qu'auparavant. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre. Jean-Philippe Ducart, un argument? L'argument recevable, c'est les alternatives. Donc pour nous, ce qui est le principe de base, c'est le libre choix. Et le libre choix, il accompagne les espèces, le liquide qui est à force légale. Donc les alternatives, ok. Et donc le consommateur doit garder le libre choix. Et Ludivine de Magnanville, le mot de la fin pour vous. Vous avez entendu quelque chose qui est presque convaincant? Non, moi j'ai en permanence cette dualité d'entrepreneuse qui est de gérer au minima finalement tout ce qui est papier, organisation et donc la gestion du cash. Et j'ai cet aspect humain qui me pose problème et sociétal de dire en fait si je n'accepte pas le cash, je rentre finalement dans une part de la population que j'ai un peu de... Et c'est vrai que les arguments que vous avez apportés, je les entends parce que je les vis moi-même. Je trouve que pouvoir proposer le choix, c'est génial. Jean-Philippe Ducart peut venir manger dans votre restaurant même s'il veut absolument payer cash? Non, mais après on trouve toujours des solutions. Au pire, en général, ce que je fais, c'est que je prends et je paye avec ma carte. Je ferai un virement. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat Versus. On se retrouvera la semaine prochaine, autre thème, autres invités, de nouveau beaucoup de questions.